respectés, si les principes les plus fondamentaux sont respectés. Mais Kokora nous envoie une comparaison à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'aurait pas jugé X, n'aurait pas jugé Y. Mais l'État qui a une continuité, moi je vais demander à Kokora quand il va prendre sa parole là. Ouattara qui sait que Gbagbo Laurent n'a pas jugé tous ceux-là qui ont commis des impairs ou bien des crimes là en Côte d'Ivoire là. Mais quand il est venu, pourquoi il ne les juge pas? Pourquoi il ne les attrape pas, ne les juge pas pour les mettre en prison? C'est pas parce que Gbagbo ne les a pas jugés qu'ils ne peuvent pas être jugés. Ouattara ne vient pas faire ce que Gbagbo a fait ou comparer ce qu'il a fait par rapport à ce que Gbagbo a fait. Si nous parlons de Ouattara aujourd'hui, nous autres, je parle de moi, Wahi, mais c'est parce que c'est Ouattara qui est aux manettes de la Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais me voir prendre le micro et commencer à faire une comparaison avec ce que Gueye a fait ou bien Bédi a fait. Celui qui est au pouvoir là, si on n'a pas la capacité ou le droit de critiquer ce qu'il est en train de faire et que le référent serait le président passé, mais on échoue. C'est parce que justement on pense que celui-là peut apporter mieux qu'il est venu, non? Et que l'on s'est battu pour lui. Donc sur ces insuffisances, pourquoi on ne peut pas le critiquer? Mais venir plébisciter la démagogie, venir nous dire que si Ouattara a dit que c'était des promesses de campagne, pourtant en réalité c'est pas pertinent pour Kokora, ou bien Kokora est plus intelligent que Ouattara, ou bien Ouattara le faisait sciemment pour tromper la vigilance des Ivoiriens. Et c'est ce que nous dénonçons. Je n'ai même pas encore parlé d'infrastructure, parce que ça ne m'intéresse pas. Et je le répète, tu mets Koné à la tête de la Côte d'Ivoire, il peut te construire 3 fois tout ce qui s'est construit là. Mais la chose qu'on va critiquer quand il a fini de construire ce qui s'est construit, on va lui demander pourquoi les marchés se passent de gré à gré. Parce que si Crespo est une entreprise qui peut exercer dans ce domaine-là, Clarisse, Nopo et autres, on peut les appeler à compétition. Et prend le plus offrant ou le mieux offrant, prend le plus pertinent dans le projet et réalisé. Mais on va dire à Koné qui est président, mais pourquoi c'est à Koné Fanta que tu donnes? C'est à Koné Fatoumata que tu donnes? C'est ça le problème. C'est pas les réalisations, mais c'est le principe fondamental qui nous dirige. Mais s'il n'existe pas, mais on n'a pas un état de droit. Kokora était en train de sortir les chiffres dans tous les sens, mais je vais vous dire un seul, Amnesty International. Amnesty International décrit depuis la prise de pouvoir de Ouattara jusqu'à aujourd'hui. C'est pas moi qui dis, que les libertés sont brimées au niveau de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune liberté, il y a des prisonniers d'opinion. Et c'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sûr. Tous ces chiffres, les chiffrologues, comme nous on aime les appeler, qui sont en train de nous sortir, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'on les attend. On les attend pour un pays plus juste, au niveau d'un pays plus juste. Que Ouattara qui est venu là, il commence à juger tous ceux qui n'ont pas été jugés par Gbagbo Laurent avant, qui avaient commis des impairs. Parce qu'on est dans la continuité de l'État. La justice qui était en lambeau à l'époque, qui empêchait de juger Gbagbo Laurent, ce pourquoi on l'envoie à la haie, et qui aujourd'hui est constitué là, mais peut bien juger toutes ces personnes-là. Bon, et quand elle va finir... Moi, je vois que tu ne réponds pas à ma question. Pardon, il m'a dit de continuer, je continue dans mon... Je suis plus avec toi. Il a répondu à ta question depuis que tu étais voilà. là. J'ai fait ça dans les premières secondes. Je t'ai dit de continuer, c'est pas si important. Mais si moi, je descends, je laisse la place aux autres. Parce que moi, il ne répond pas à ma question. Bye. J'ai répondu les premières secondes. Je ne vais pas m'attarder sur une question de pont en 15 jours. Si toi, tu as construit une nouvelle maison chez toi, mais tu as fait plus 1, c'est un développement pour toi. Mais si les principes de la maison ne sont pas respectés, tu penses que c'est ça qu'on appelle les libertés? Ok, je continue. Donc, pourquoi l'on ne viendrait pas à un pays plus juste? La France, Crespo, tu as assis en France, tu es en train de faire un truc. La France, aujourd'hui, on est serein, on peut finir de parler en France, on nous appelle. La dernière fois, ils ont arrêté le frère Gon Coulibaly. Quand on a fini de l'arrêter, on l'a écouté et puis on l'a... Voilà. C'est un pays de droit. C'est que tu penses de moi. C'est pourquoi tu m'accuses ou quoi. Mais on va et on répond et on sort. Mais ma liberté, là, tu ne peux pas m'empêcher de parler. Tu ne peux pas je veux dire, séquestrer ma liberté, c'est pas possible. Ce pays la Côte d'Ivoire doit comprendre ça je veux dire, à la différence de l'impliquer, de l'implémenter en Côte d'Ivoire, au moins il y aurait des gens comme nous autres qui auraient parlé de ça. Et les Ivoiriens en sont conscients. J'aime quand Kokora ici, il interpelle les Ivoiriens en général, parce que les Ivoiriens ont compris la démagogie avec Ouattara. Les Ivoiriens ne sont pas des enfants, nous sommes en 2026. Autrefois, ce qui s'est passé sous nos cieux là. Aujourd'hui, là, c'est différent, nous comprenons. Il n'y a personne qui peut nous tromper sur le fait que la Côte d'Ivoire là est embrigadée par un certain groupe, un certain clan. Et ils veulent en faire, je veux dire, une dynastie. Mais dans l'esprit de la République, ça doit être dénoncé et ça ne peut pas passer, ça ne peut pas marcher.
Il a parlé de l'incompétence de Gbagbo Laurent ou de la légèreté de Gbagbo Laurent et en ce qui concernait, par exemple, les déchets toxiques et autres. Mais Gbagbo a toujours dit, Gbagbo a dit, et on a finalement compris. Il dit que la guerre que nous faisons là, ceux que nous voyons là, c'est même pas ceux-là. Il y a des gens plus que eux qui sont là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on a vu le 11 avril quand Gbagbo était arrêté? On a vu des pumas français en train de c'est-à-dire on a vu l'implication de la France dedans. Mais c'est ce que Gbagbo disait. Quand la Côte d'Ivoire était attaquée et conformément aux accords de défense, Gbagbo a appelé la France. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'était un conflit ivoiro-ivoirien. À quel moment le conflit n'est plus ivoiro-ivoirien quand ils viennent attaquer chez nous? Gbagbo a été contraint à travailler avec des gens. Gbagbo a été contraint à ouvrir un gouvernement de consensus. Quand tu parles des déchets toxiques, mais qui étaient les responsables du transport à l'époque? Qui étaient ceux qui surfaient autour de l'affaire des déchets toxiques avec Trafigura? Mais il y a quelqu'un qui est descendu tout de suite qui l'a dit. Qui était Bitogo dans cette affaire des déchets toxiques? Qui était Anaki Kobena dans cette affaire des déchets toxiques? Mais ne sont-ils pas tous du RDR? Du RHDP, pardon. Parce que tu me diras que Anaki Kobena n'est pas du RDR. Ne sont-ils pas du RHDP? On avait un gouvernement sous Gbagbo Laurent et Soro même le dit, hein, je le cite aujourd'hui. Il dit, on pouvait aller en conseil des ministres ayant insulté Gbagbo Laurent le matin sur RFI. C'est-à-dire qu'on rentre, on finit, et puis il peut rien nous faire, rien nous dire, et puis on ressort. Gbagbo n'est pas un faiblard, hein. Il a contenu la rébellion pendant près de 8 ans. Mais si à ce niveau-là, il pouvait se comporter comme ça, mais parce que il y avait un dictat de la France et une main de la France qui se passait là-dedans. Sarkozy dit, il va vitrifier Gbagbo. Kokora, faut souligner ça. Pose-toi la question, la seule. Qu'est-ce qu'il a fait à Sarkozy pour qu'il dise qu'il va le vitrifier? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il est insulté? Il est français? Il est ministre français? Non. Il est président d'un autre État? Carrément d'un autre État? Et un président de la France se jure de le vitrifier? Mais justement, parce qu'ils avaient une emprise sur la Côte d'Ivoire. Tu as parlé des 2 milliards que Gbagbo Laurent donne à, je ne sais même plus, à Chirac à l'époque. Mais regardez l'interview. Et je pense que tu es assez intelligent pour le savoir. Gbagbo Laurent dit aux journalistes, dans un élan de dénonciation de ce qui s'est passé, ou se serait passé à cette époque, Gbagbo dit aux journalistes, mais j'ai été appelé par Chirac qui me demandait 2 milliards. Mais je suis étonné. Gbagbo disait simplement que c'est une pratique courante, ou c'était une pratique courante. Mais M. Bourgi, il a dit la même chose. Il s'est déplacé avec des valises d'argent. Le journaliste demande à Gbagbo, tu lui as donné? Il dit, ben ouais, c'est Gbagbo. Pardon, c'est Chirac. Parce que il y avait l'implication de la France et la pression de la France sous Gbagbo Laurent. Gbagbo n'était pas celui qui était attendu par la France. Hein. Chirac était déboussolé quand Gbagbo Laurent est venu au pouvoir. Et toi, Kokora Nzi, tu le sais. Parce que Gbagbo était celui qui venait négocier pour les Ivoiriens. Il venait pas enlever du coup tout à la France. Mais il venait dire à la France, là où ils avaient 70% ou 80%, mais les Ivoiriens qui le produisent là, quel est leur pourcentage? Mais voici là où ça gênait. Pendant que eux, ils attendaient un Ouattara qui est arrivé en 90 et qui a fait la grande vague de privatisation. De 90 à 93. La grande vague de privatisation où ils ont eu toutes les parts. Mais si eux, ils installent Ouattara à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, garder Ouattara au pouvoir toute la vie, tu sais ce que la France gagne? La France qui ne vit que du vin, tu sais ce qu'ils gagnent à la Côte d'Ivoire? Ou bien tu penses que les avions qui prennent pour venir bombarder la maison, c'est fortuit? C'est toi qui as payé le crédit qui était dedans là? Mais ils doivent mettre un préfet avec lequel ils fonctionnent et piller les ressources du pays. Et ça, nous le savons. C'est le fonctionnement des puissances. Mais tu penses que la France joue à ce jeu-là, pourquoi? À ce jeu de vitrifier Gbagbo Laurent, pourquoi? À ce jeu d'emprisonner des gens qui ne font que s'exprimer. Je parle de la Côte d'Ivoire maintenant. Pendant qu'en France, quelqu'un peut dire au président français, mais monsieur, vous êtes nul. Et puis, il s'arrête devant lui pour lui expliquer. Parce que là, il a la liberté. Mais pourquoi il ferme les yeux sur ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont brimés autour de la liberté? Parce que cette émancipation-là, demain, eux, ils sont en péril. Cette émancipation-là, mais demain, on va plus contrôler nos ressources nous-mêmes. On va plus revendiquer nous-mêmes. Nous ne sommes pas dupes, nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes allés à l'école, nous avons appris. Aujourd'hui, nous sommes informés. Nous avons appris. Aujourd'hui, nous sommes des techniciens dans différents domaines. Nous sommes des technocrates dans différents domaines. Mais pourquoi on ne peut pas faire évoluer l'Afrique? Tu sais ce que je fais ici où je suis?
Tu sais quel est le poste que j'occupe ici où je suis? Mais pourquoi ça ne peut pas profiter à l'Afrique? Pourquoi ça ne peut pas profiter à mon pays? Mais ça commence déjà par le respect des droits. Le respect des droits individuels. Je dois être à même de dire aux dirigeants que j'ai voté et que j'ai mis en position, je dois même être à même de critiquer son travail. C'est pas là que ça commence. Je dois être à même de savoir que le détournement qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais il y a du procès dessus. Il y a des poursuites là-dessus. Je dois être à même de savoir que on ne doit pas être lié à Ouattara pour faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et le prétexte serait, au temps de Gbagbo, on n'aurait pas jugé quelqu'un. Donc pourquoi vous ne parlez pas de Gbagbo, vous parlez de Ouattara? Gbagbo n'est pas là aujourd'hui. C'est Ouattara qui est là. Et nous parlons de Ouattara parce qu'il est là aujourd'hui. Parce qu'il est là. Kokora nous dit non que l'État est plus fort que les opposants. Mais bien sûr, c'est parce que l'État est plus fort que les opposants ou que Gbagbo Laurent est peut-être plus fort que les opposants qu'il a contenu cette rébellion pendant 8 ans. Et Gbagbo Laurent le dit, hein, le seul regret qu'il a, c'est d'avoir accepté de partir aux élections sans désarmement. Parce que ces individus ne cherchaient qu'une faille. Pendant que Gbagbo Laurent, lui, il aspirait à la paix, cherchait la paix, comptait sur l'assentiment de ses populations, en se disant, ils veulent aller aux élections, j'ouvre le jeu, je gagne. Pendant qu'il comptait sur l'assentiment du droit, de la loi, pendant qu'il a gagné les élections et le Conseil constitutionnel lui dit, tu es vainqueur, eux, ils comptaient sur une seule chose, qu'il fasse les élections. Dès qu'il ouvre les élections, nous l'allumons et nous prenons. Pas par les voix des unes, hein, ils s'en foutent des unes, mais par la force militaire extérieure. Mais c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Sinon, au nom de quoi un président de la commission électorale indépendante va dans le QG. Ben, quand on dit QG, on nous dit le golf n'était pas le QG, c'était la rue Le Pic. Mais va dans l'hôtel de complaisance d'un candidat pour aller donner les résultats. C'est quoi ce principe-là? En quoi est-ce que? Mais au principe simplement que qu'il organise les élections et le reste, nous, on s'en charge. En quoi est-ce que un président du conseil de la CEI qui est forclos après minuit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Vous qui ne savez pas que c'est 3 jours. Parce que quand on parle de ça, vous nous dites quel est le texte de loi qui dit. Mais qui était plus intelligent que Bakayoko à cette époque-là qui devait donner les résultats qui dit n'est pas encore minuit. En quoi est-ce que quand il est forclos, au lieu de transmettre les dossiers au Conseil constitutionnel, il peut se permettre de déclarer quelqu'un vainqueur à son siège? En quoi est-ce que le Conseil constitutionnel peut se dédier quand il est le seul juge du contentieux? L'on peut aller à la justice, perdre un procès et faire appel du procès pour aller se faire juger par un autre juge. Parce qu'un juge ne se dédie pas. Kokora, tu dois savoir. Et le seul juge du contentieux, le dernier recours, c'est qui il a dit est de droit. En quoi est-ce que Gbagbo Laurent n'était pas président en 2010? C'est d'ailleurs pour cela que Gbagbo était acquitté. Et ça, tu le sais. Parce que ta fille, je le dis. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de Djali en Côte d'Ivoire. Il dit que Gbagbo Laurent, auprès de lui, ont combattu les forces régulières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les forces régulières républicaines, c'est qui? Mais c'est ceux qui respectent au commandement du chef suprême de l'armée, donc du président de la République. Donc, ce n'est pas un débat sur lequel on va revenir. Nous sommes en train de parler de la Côte d'Ivoire actuelle. Parlons de ça. Parlons des droits des Ivoiriens. Parlons de comment la Côte d'Ivoire se passe. Comment la Côte d'Ivoire se porte. C'est en ce moment-là on serait en train de faire un débat vrai et efficient. Parce que toutes ces personnes de qui on est en train de parler, même Ouattara, il est, je veux dire, il est au soir de son âge. Mais demain, s'il n'y a pas Ouattara, on touche du bois. Moi, je touche du bois pour qu'eux tous vivent très longtemps. Hein, parce qu'il peut y avoir de la justice aussi pour eux. Mais demain, s'il n'y a pas Ouattara, c'est à quelle Côte d'Ivoire on prétend demain? Quel est l'héritage qu'on laisse à la Côte d'Ivoire de demain? Que le plus fort s'installe, que la démagogie s'installe, que l'on vient dire aux Ivoiriens ce qu'il ne va pas faire. Ce qu'il est conscient qu'il ne va pas faire, comme Kokora le dit là. C'est pas plus important qu'ils viennent vendre ça aux Ivoiriens, mais surtout braquer les lois ivoiriennes pour pouvoir s'installer au pouvoir parce qu'il aurait des relations partout dans le monde. Mais non. Tous ces chiffres que tu es en train de sortir, Kokora, tu sais que c'est du mensonge. Tu sais que c'est de la démagogie. Tu sais que c'est une fabrication de Ouattara et de sa bande pour confisquer la Côte d'Ivoire. Mais nous ne faisons que notre travail, hein. Pas notre travail en tant que parti politique. Notre devoir en tant qu'Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Aujourd'hui, mon parti n'était même pas candidat aux élections. Mon parti n'était pas au législatif, ni au présidentiel. Mais je ne me fais même pas prier pour défendre la cause ivoirienne, pour défendre les droits ivoiriens. Ça, c'est ça. On ne peut pas offusquer on ne peut pas occulter le fait que Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat.
on ne peut pas occulter le fait qu'il y a des détournements, je veux dire, en pagaille en Côte d'Ivoire, et il n'y a pas de justice. On ne peut pas occulter le fait qu'on n'est pas dans un état de droit. Voilà, parlons de ça. C'est ce sujet-là qui nous invite ici. Merci, mon frère Crespo. Je suis là, je vous écoute. Wada, merci. Hein. Moi, je cours là, mais je suis là, je peux intervenir à tout moment. Ok. Alors, Crespo, est-ce que tu peux intervenir? Parce que... Non, ouais, monsieur Kokora a intervenu. Hein. Voilà. Merci à toi. Merci, pardon. Ah là, c'était plus Wada, c'est ça? C'est pas toi qui dirige, pardon. Voilà. Tu as fini de parler, il faut te calmer. Attends, je vais tout. Pardon. Allez au salon. Alors, je pense que le débat, on l'a pratiquement épuisé. Mais si je n'interviens pas sur ce que le frère a dit, si j'ai un certain nombre d'incohérences, vraiment, je ne vais pas bien dormir ce soir et je pense que on ne va pas permettre aux uns et aux autres de comprendre. C'est-à-dire l'incohérence avec les pro-Gbagbo est vraiment sidérante. Et ça, à des moments donnés, je me demande si le débat même devrait être utile. Mais bon, comme on nous soumet à cet exercice, on va le faire. Alors, le frère dit que oui, les Ivoiriens connaissent Alassane Ouattara et que les Ivoiriens nous auraient vomi. Mais on a quand même participé à des élections avec le PPACI. En 2021, on allait aux élections avec vous. Si tant est que vous êtes plus crédible qu'Alassane Ouattara, mais vous aurez eu autant de députés que le RHDP. Soit-dit, quand il dit que nous donnons des chiffres qui sont faux, ça dit qu'on ne peut pas débattre s'il n'y a pas d'indicateur. Ça devient de la récitation. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner des références. Et quand on donne des références, vous trouvez que non, c'est une fabrication d'Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara contrôle la Banque mondiale, contrôle le FMI, contrôle les agences de notation, contrôle tous ceux qui notent la gouvernance dans un pays au monde. C'est qu'Alassane Ouattara est puissant. Tu reconnais, tu avoues qu'Alassane Ouattara est puissant. Mais ça, moi, je m'en félicite. Mais ça dénote de votre mauvaise foi. Quand les chiffres sont bons, quand les indicateurs sont bons, quand les rapports sont bons, vous trouvez que non, c'est une fabrication. Mais quand vous fouillez dans tout ça, vous trouvez quelque chose qui est mauvais, là, vous êtes vraiment apte à le sortir. C'est ce qui est même la démagogie. Parce que tout à l'heure, tu as semblé sortir un rapport d'Amnesty. Donc, Alassane Ouattara n'a pas réussi à manipuler Amnesty International. Hein? Mais il a réussi à manipuler toutes les autres institutions donc, qui ont bien noté la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on est dans un débat. Quand les gens n'ont même pas un minimum, j'allais dire, de cohérence pour accepter ce qui est vrai et aussi apporter donc, des arguments contraires, c'est difficile. Donc, jusqu'à présent, en termes de liberté d'expression, en termes d'indicateurs, tu n'as rien donné. Les classements, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui le fait. Mais c'est le monde entier qui le fait. Et donc, si, tant est que les Ivoiriens auraient vomi à Alassane Ouattara, mais on allait aux élections avec le PPACI en 2023. Vous avez eu combien de mairies? C'est 2 mairies que vous avez eues. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est même pas vomi par tous les Ivoiriens, mais vomi par son propre camp. Quelle est la situation de Blé Goudé, M. Laurent Gbagbo? Quelle est la situation entre M. Afi et M. Laurent Gbagbo? Quand il regarde le PPACI aujourd'hui, il reste qui autour de M. Laurent Gbagbo? Est-ce que le monde qui était autour de Laurent Gbagbo en 2010, en 2011, est le même monde? Non. Donc tu devais te rendre compte, si vraiment tu as un minimum de jugeote et de bon sens, que Laurent Gbagbo est en pleine perdition. Même ses propres enfants ne lui parlent pas. Bon, ça c'est une affaire familiale, mais c'est juste pour te dire que l'homme est l'ombre de lui-même. Et vous devrez avoir pitié de lui. Avec une scène déshonorante qu'on a vue à l'aéroport, où il chassait sa femme de 40 ans de vie commune comme une pestiférée. Mais frère, c'est cet homme-là que tu veux vendre aux Ivoiriens par rapport à Alassane Ouattara? Non frère, nous sommes tous des Ivoiriens. À un moment donné, il faut être cohérent un peu. Il faut avoir un minimum de cohérence. Le frère Koné t'a posé une question qui est pertinente. Parce qu'on dit l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens là. Mais la santé fait partie. Soigner des Ivoiriens, leur donner la possibilité donc d'avoir des scanners, c'est la chose la plus demandée par les populations. Et tu affirmes que oui, Laurent Gbagbo, il a donné 3 milliards à Chirac parce que c'était une pratique commune. Parce que c'est Chirac qui lui a demandé donc il donne 3 milliards.
Donc, n'importe quel président va venir demander 3 milliards à Laurent Gbagbo, il lui donne parce que c'est la pratique. Il lui donne parce que c'est tel président qui lui a demandé, mais il n'est pas capable de construire un hôpital général. Et c'est ce monsieur qui travaillerait pour les Ivoiriens. Alors que dans son propre village à Gagnoa, on avait simplement besoin d'une radio qui ne coûtait même pas 50 millions ou 100 millions. Mais il a préféré donner cet argent-là à Chirac, 3 milliards, que de payer une seule radio pour soigner ses propres parents à Gagnoa. Tu vois ça, frère? C'est-à-dire, je suis obligé de parler de Laurent Gbagbo parce que tu le soutiens. Sinon, ce monsieur, pour moi, il est dans le passé. C'était une erreur, un accident de parcours de la Côte d'Ivoire, d'avoir eu Laurent Gbagbo comme président. Mais c'est parce que tu le soutiens et tu estimes qu'il est le meilleur que je suis obligé de parler de lui. Si c'était quelqu'un d'autre qui était dans ce débat avec moi, jamais je ne citerai Gbagbo. Parce que j'estime que l'arrivée de Laurent Gbagbo a été un accident de parcours de notre pays, dans l'histoire de notre pays. Il faut l'oublier même. Parce que parler de Laurent Gbagbo nous révèle donc un souvenir douloureux à tous les niveaux. Et j'ai été surpris que tu n'aies pas donné les raisons devant les 300 personnes. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, avec tous les crimes, toi qui es si attaché à l'état de droit, tu estimes que les ponts c'est rien, le scanner, bon, on n'a pas trop besoin de ça, mais on a besoin de l'état de droit. Mais toi qui soutiens Laurent Gbagbo, comment tu expliques aux Ivoiriens que tous les crimes dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'a même pas eu la décence en tant que président de la Côte d'Ivoire d'essayer même de situer les responsabilités, même si on ne doit pas les envoyer en prison, parce que, bon, est-ce qu'il n'était pas bon au moins de mener des enquêtes sur ces crimes-là pour dire aux Ivoiriens, bon, voilà ceux qui ont tué vos enfants. Que ce soit le général Robert Gueye, président de la République, il est le seul dont, pour lequel, ou sous la gouvernance donc, de laquelle, il y a eu un assassinat, il y a eu un assassinat d'un président de la République et de sa femme, toute sa maisonnée assassinée. Mais il n'y a eu aucune lumière qui a été faite, frère. Et tu es heureux de parler de cet homme aux Ivoiriens comme étant celui qui est venu donner la liberté aux Ivoiriens. Il est venu travailler donc, contre les Blancs pour nous donner notre souveraineté ou notre indépendance. C'est ce type-là qui n'est même pas capable de protéger la sécurité de ses concitoyens, ni faire la lumière lorsqu'il se retrouve face à des difficultés de ce type-là. C'est ce gars-là que tu veux vendre, frère. À un moment donné, je ne sais pas si, bon, quand vous parlez, vous êtes sous l'influence de quelque chose d'autre. Parce qu'un citoyen normal ne peut pas prendre la parole, défendre un tel individu qui aurait été empêché de travailler. La France l'aurait empêché de travailler. Lui est venu travailler pour les Ivoiriens alors qu'il ramasse 300 milliards pour aller acheter une usine aux États-Unis. Lui qui ne serait pas le préfet de la France ou des États-Unis. Quel était l'objectif de prendre 300 milliards pour aller acheter une usine aux États-Unis? Est-ce les Ivoiriens qui allaient y travailler? Est-ce que les impôts qui allaient découler donc, de cette activité allaient revenir à la Côte d'Ivoire? Frère, à un moment donné, il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Ou toi-même, prends-toi au sérieux. Parce que c'est des choses qui ne se justifient pas, frère. Jamais tu ne verras Alassane Ouattara prendre l'argent des Ivoiriens pour aller construire une usine ailleurs. Parce que les Ivoiriens en ont besoin. Les États-Unis n'ont pas besoin encore qu'on a des investissements de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il faut plutôt que de ces investissements, des plus nantis viennent en Côte d'Ivoire pour créer de l'emploi. Pour créer donc de la richesse. Parce qu'une usine qui se construit, elle va payer des impôts, elle va payer des salaires, elle va consommer et ça permet à votre économie de tourner. Mais lui, il allait investir aux États-Unis. Et c'est ce monsieur qui ne serait pas le préfet de la France, celui qui n'est pas le préfet de la France, que la France n'attendait pas, mais lui donne 3 milliards sous prétexte que c'est la pratique. Mais si c'est la pratique et c'est la coutume, donc toi, tu es venu changer quoi? Il est venu, c'est pour changer quoi? Parce que selon vous, il est venu pour créer une rupture dans les mauvaises pratiques. Mais quand il vient et puis il donne 3 milliards, on lui pose la question, mais pourquoi tu donnes? Il dit, je suis étonné. Et donc, c'est Chirac qui lui donne. Ah bon? Donc, chaque fois que Chirac va venir te demander l'argent, tu vas lui donner. Pendant que tes parents sont en train de souffrir. Pendant que les Ivoiriens peinent même à avoir un comprimé de paracétamol. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, que vous considérez comme le préfet de la France, celui qui a mis la couverture maladie universelle en place aujourd'hui, hein, et aujourd'hui qui a enregistré plus de 20 millions d'Ivoiriens. C'est lui qui est venu mettre en place l'accouchement gratuit, y compris la césarienne. Aujourd'hui, là, aucune femme ne paye pour la césarienne qui coûtait 150 000 francs sous Laurent Gbagbo. Il ne pouvait pas rendre ça gratuitement.
Ou bien ça encore, la France l'a empêché de le faire, c'est ça? Les enfants des 0 à 5 ans aujourd'hui sont soignés gratuitement dans nos hôpitaux publics. Ça aussi, Gbagbo ne pouvait pas le faire, hein, parce que la France avait pointé une âme sous sa tempe. C'est ça? Sur sa tempe. C'est ça? Le paludisme, qui est la première cause de mortalité en Afrique, est soigné gratuitement dans nos pays. Ça aussi, Gbagbo ne pouvait pas le faire, hein, parce que la France avait pointé un gros fusil sur sa tête. S'il le faisait, la France allait l'éliminer. C'est ça? Mais oui, vraiment, je te sais quand même un peu intelligent. Donc, il ne faut pas dire ce genre de choses. Tout nous dit, la France a dit à Gbagbo, oui, Gbagbo a dit à la France qu'elle doit venir intervenir dans nos crises au nom des accords de défense. Et la France lui a dit que c'est une crise ivoiro-ivoirienne qu'elle n'avait pas à intervenir. Et donc, tu t'étonnes qu'en 2011, la France intervienne. Mais sauf que tu as oublié que la France était dans notre pays déjà avec la force Olicon, à la demande de Laurent Gbagbo. Et c'est elle qui a séparé les belligérants. La force tampon s'était assurée par qui? Par la France. Par la France. Qui a décoré les soldats français ici en Côte d'Ivoire? Est-ce que là encore la France l'a obligé à décorer ses soldats? Est-ce que la France l'aurait fait? Voilà pourquoi j'ai dit débattre avec vous, vraiment c'est tomber bas soi-même, parce que il y a un certain nombre d'incohérences que la conscience ne peut pas accepter. Je peux comprendre tout, mais venir décorer les soldats français et tu dis oui, Alassane Ouattara a fait les privatisations en 2011, en 90, et parce qu'il était venu pour la France. Mais quand vous venez donner le port à Bolloré, ça c'est quoi? Ça obéit à quoi? Quand vous donnez l'établissement de nos pièces d'identité à la France, notre identité nationale, qui représente notre dignité, quelque chose de secret et de sacré, quand vous donnez ça à la France, ça c'est Alassane Ouattara encore qui vous a poussé à le faire. Quand la campagne de Laurent Gbagbo même est pilotée par la France à travers Euro RSG, ça encore c'est la France. Quand vous donnez des puits de pétrole entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, entre les deux tours des élections présidentielles à Total, société française, ça encore c'est Alassane Ouattara qui vous a poussé à le faire. À un moment donné, soyez adultes. Sortez de l'enfantillage. Tout le monde est responsable de vos bêtises, de vos erreurs, sauf vous-même. Donc Gbagbo, il était assis à la tête de la Côte d'Ivoire, c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'est lui qui a invité la France dans notre crise. Personne ne l'a obligé. Et il a même dit qu'avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, il dormait tranquille. Avec Chirac, c'était difficile. Mais avec Nicolas Sarkozy, c'était tranquille. Et il a même dit, la vidéo existe, la voix existe, que même dans cette crise, la France nous a aidés. Quand il arrive au pouvoir, dans les discussions avec les institutions de Bretton Woods, la France nous a aidés. Mais vous venez sur le panel, vous dites, ça dit vous êtes exactement la copie conforme de Laurent Gbagbo. Dit une chose et son contraire. C'est votre caractère. La France n'attendait pas Laurent Gbagbo. Pourtant, en 2000, quand il y a eu les élections calamiteuses, le monde entier avait demandé la reprise des élections, l'Afrique du Sud et les États-Unis. C'est la France qui a dit, les élections étaient organisées. Il y a eu un vainqueur, c'est Laurent Gbagbo. On passe à autre chose. Et même à son QG, mais c'était bourré de Français. Les Jacques Lang, les Henri Emmanueli, tout cela était autour du domicile de Laurent Gbagbo lors de la crise de 2000. Et c'est vous qui venez dire sur des panels à des jeunes gens que la France n'attendait pas donc Laurent Gbagbo. D'ailleurs, quand il est arrivé au pouvoir, sa première visite d'État, c'était en France. Mais là, dans tout ça, la France ne l'attendait pas. C'est-à-dire, la démagogie, là, vous êtes la personnification de la démagogie. Et c'est ce que vous avez fait durant votre pouvoir, dans les Sorbonnes, dans les Agora, un lavage de cerveau à haut débit, au point où vous avez fait croire aux Ivoiriens, à des esprits faibles, que vous avez vu le cœur de l'homme dans sauce graine. Nuage est descendu du ciel, les prophéties à la con, comme vous faites aujourd'hui, et foisonnaient. Comme Dieu avait choisi Laurent Gbagbo. Voilà des bêtises comme ça que vous continuez de raconter partout. Et pendant que vous racontez ça, votre parti est en train de disparaître. Vous ne vous rendez pas compte que le mensonge a atteint ses limites. Et qu'à l'épreuve du terrain, vous ne pouvez plus exister. Aujourd'hui, où existe le PPACI? Quel est votre personnel politique? Le peu de personnes qui étaient avec vous, les Stéphane Kipré, aujourd'hui vous les avez virés. Il reste qui? C'est Nadi Bamba qui va gérer votre parti? Qui va vous conduire là où vous voulez? Mais c'est malheureux, chers frères. Et que dans un pays, la loi est jugée par qui? Par les juges. Non pas par moi
ni un autre individu. Si un candidat, quelqu'un ne peut pas être candidat, mais il appartient au Conseil constitutionnel de le dire. Donc, si le Conseil constitutionnel a validé la candidature de quelqu'un qui s'appelle Ouattara ou Tantampian, mais on passe à autre chose. Si on est vraiment respectueux des règles républicaines. D'ailleurs, tu rappelles, à juste titre, ce qui s'est passé en 2011 en disant que le seul habilité à donner une décision qui doit être acceptée par tous, c'est le président du Conseil constitutionnel. Mais maintenant, quand le Conseil constitutionnel donne la décision, vous dites non, il a violé la loi. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes tellement ambivalent. Alors que le contexte de 2011 est totalement différent du contexte d'aujourd'hui. Puisqu'en 2011, dans la sortie de crise, Laurent Gbagbo et tous les acteurs ont admis qu'il y a un troisième intervenant dans nos élections, qui est... quand je vais finir, vous allez faire votre motion. Et donc, il faut fermer ton micro. Toi, tu sais quoi de la Côte d'Ivoire? Ferme ton micro là-bas. Voilà, ferme ça pour elle. Ici, il faut lui apprendre qu'on est patient. Voilà. Et donc, je dis, en 2011, le contexte était différent. Il faut savoir me parler. En 2011, le contexte était totalement différent. Il y avait un représentant spécial des Nations Unies, qui était le certificateur, qui intervenait après la commission électorale et le Conseil constitutionnel pour certifier nos résultats. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette situation. Dans aucun pays du monde qui n'est pas sous le chapitre 7 de l'ONU, aucun autre intervenant ne peut agir dans leurs élections. Donc le contexte de 2011 est totalement différent. Hein? Et ce n'est pas mauvaise foi que vous rappelez ça. Pour essayer de coller la situation de 2011 à aujourd'hui. C'est terminé. D'ailleurs, en 2000, quand la Cour suprême a décidé que Ouattara, Bédié et les autres ne soient pas candidats, est-ce que vous avez vu quelqu'un bouger? Personne n'a bougé. Même si on est mécontent, mais c'est la décision de la Cour suprême. Et il n'y avait aucun autre organe au-dessus de cette Cour suprême. Et donc, elle a décidé en toute souveraineté. Et chacun de nous s'est plié à sa décision. Quand elle a déclaré au Laurent Gbagbo, mais chacun, même si on n'est pas content, on peut dire ce qu'on veut, mais ça ne peut pas empêcher Laurent Gbagbo de pouvoir être président, même si son élection a été calamiteuse. Et ça, vous devez le retenir et dire aux Ivoiriens. Vous devez le dire aux Ivoiriens. Et sur l'état des droits, je ne dis pas, et je le répète, pour que tu puisses vraiment entendre, et que tout le monde entende, je n'ai pas dit que tout est rose sous la gouvernance d'Alassane Ouattara. Mais nous avons fait des pas importants. Passer de la 154e à la 63e en termes de liberté d'expression. Passer du taux de pauvreté de 55% aujourd'hui à 37%. C'est une évolution. Et je te rappelle, fais un peu de recherche, tu vas voir. Le taux de pauvreté a augmenté depuis 1993 jusqu'à l'arrivée d'Alassane Ouattara. C'est quand il arrive au pouvoir que la lutte de la courbe, donc de l'évolution du taux de pauvreté, donc est inversée avec une tendance baissière. Laurent Gbagbo a hérité d'un taux de pauvreté de 38%. Quand il partait du pouvoir, il l'a laissé à 55%. Tu vois, donc il n'a rien amélioré. Il a utilisé l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Je t'ai dit tout à l'heure, tu fais un peu de recherche encore. Seulement là, dans la filière café-cacao, c'est 2000 milliards que vous avez détournés. 2000 milliards. Et les pillages ont commencé depuis 2003. Les uns et les autres ont interpellé le gouvernement de Gbagbo pour dire que tes gars sont en train de voler l'argent. Il est venu plaisanter comme un irresponsable en disant oui, si vous voulez, on va vous attraper. Jusqu'à Koul, on vous attrape. Mais pendant ce temps-là, l'argent des Ivoiriens, c'est parti où? C'est ça le problème. Et comme il avait des difficultés à un moment donné, il voulait aller aux élections, ils ont fait arrêter les gens, mais sans les juger. Parce que si on les jugeait avant les élections, Laurent Gbagbo allait être éclaboussé. Parce que les jeunes patriotes, et au procès, ça a été dit, les jeunes patriotes, tout cela a été entretenu par la filière café-cacao. Je t'invite à regarder les documents, les archives donc, de ce procès. Mais tu vas attraper ta tête. La Côte d'Ivoire n'a pas été gérée sous Laurent Gbagbo. C'était de la bêtise. Vous dites que oui, la rébellion aurait empêché Laurent Gbagbo de travailler en bon. Pourtant, il a dit ici en 2010, en 2009 ou 2010, que la Côte d'Ivoire a payé les salaires des fonctionnaires des pays qui n'étaient pas en guerre. Il a même financé les élections des pays qui n'étaient pas en guerre. Et parce que ceux qui étaient à la tête de la Côte d'Ivoire étaient des gens compétents et capables, responsables. Donc, lui, il a réussi en situation de guerre. Il a pris la je vais parler terre à terre pour que vraiment tu puisses comprendre. C'est-à-dire, pendant qu'on était en difficulté, où on cherchait des hôpitaux, des écoles, des routes, là, lui, il laisse ça. Il prend notre argent, ça va payer fonctionnaires des gens ailleurs.
ceux qui ne sont pas en guerre. Il prend notre argent, ça va financer l'élection ailleurs. Pendant qu'on attend qu'il construise un seul hôpital général. C'est-à-dire en 10 ans. Le monsieur n'a même pas pu inaugurer un seul hôpital général. Si je te demande ici de me donner le nombre de lycées et collèges construits en 10 ans sous Laurent Gbagbo, tu auras tout le mal du monde à le faire. Est-ce que ça, là, on a besoin vraiment d'être génie pour construire quelques salles de classe pour les enfants? C'est ça, la gestion de celui que vous suivez. On essaie d'attirer votre attention. On essaie d'attirer votre attention sur l'homme que vous avez suivi, qui vous a trahi. Je vais terminer sur un acte qui a choqué le monde entier. La France, qui a été appelée par Laurent Gbagbo à nous séparer dans une crise. En 2004, Laurent Gbagbo déclenche l'opération Dignité, donc pour chasser les rebelles. La France estime que l'un de ses camps à Bouaké aurait été bombardé par ces attaques. Donc la France décide de casser les avions de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens, les jeunes patriotes, comme on le dit, maîtris par l'acte de la France, décident de manifester contre la France. Ils prennent les ponts, les 2 ponts. Ils sont bombardés par la France. D'autres se jetaient dans la lagune. Le lendemain, ils se retrouvent devant l'hôtel Ivoire comme bouclier humain pour défendre le pouvoir de Laurent Gbagbo. Ces derniers sont bombardés par la France. Tués, la tête explosée pour certains. On demande à Laurent Gbagbo de porter plainte. Lui, il ne porte pas plainte. Et les propos de Madou Koulibaly sont là. Il dit qu'il ne porte pas plainte contre la France. Il n'a pas porté plainte. Ces jeunes malheureux n'ont jamais été dédommagés. Ce crime odieux est passé sous silence sous Laurent Gbagbo, lui qui n'est pas le préfet de la France. Et on nous dit qu'il cherchait la paix. Parce que tu cherches la paix, tu laisses des gens venir bombarder tes enfants. C'est ça, celui que vous suivez, qui est présenté comme, je vais dire, le Sankara ou le panafricaniste et autres. Aujourd'hui, il est devenu panafricaniste. Quelqu'un qui a traité des Burkinabés comme des animaux dans ce pays. Des Maliens étaient matraqués dans ce pays. Savez-vous le nombre de Maliens et de Burkinabés assassinés en Côte d'Ivoire de 2000 à 2010? Vous voulez qu'on vous donne la liste? C'est lui qui a donné panafricanisme. Il faut à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est vrai. Souvent, on perd le temps sur le panel, on essaie de discuter avec les frères, mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Laurent Gbagbo est un échec. Est-ce que je peux parler, monsieur? Ça fait plus d'une heure, vous parlez. Laurent Gbagbo est une arnaque. Christelle, on ne parle pas des Soro d'homicide. Laisse le monsieur parler. On ne parle pas des Soro d'homicide. Pardon. Les gars, il faut te calmer. Mais les gars, tu as quoi? Tu as quoi dedans? Tu as quoi? Et donc, je dis, Laurent Gbagbo est une arnaque. Monsieur, est-ce que je peux parler? Monsieur Inzi. Non, quand je vais finir, tu vas parler. D'abord, tu n'es pas la modératrice, donc... Mais si, je suis une modératrice. Non, si tu es modératrice, laisse-moi terminer. Voilà. Mais depuis, tu fais que ça fait une heure que tu parles. Tu as noté le temps que le frère a pris pour parler? Tu as noté son temps? Il n'y a qu'un problème. Il faut le laisser parler. Non, Wai respecte le temps. Wai ne parle pas pour se répéter. Je vais terminer sur les déchets toxiques. Voilà une autre grosse irresponsabilité. Il dit, les déchets toxiques qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, les dirigeants étaient donc, ceux qui étaient responsables étaient les gens du RDR, les Adama Bitogo et autres. La question qu'un Ivoirien sérieux devrait se poser, quel rôle Adama Bitogo occupait dans l'administration, dans le circuit de transport de marchandises dans notre pays? Pourquoi il arrive à intervenir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, Kokora, il y a une situation qui arrive, je suis à la responsabilité de rien. Je suis un Ivoirien, même si je suis peut-être businessman. Et puis, je me retrouve dans une affaire de déchets toxiques qui est gérée par l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'à la tête de ce pays, il n'y a rien de bon. On pose plus loin. Pour ceux qui ne savent pas, pourquoi une marchandise arrive en Côte d'Ivoire là? Il y a d'abord le ministère des Transports. Ensuite, il y a le DG de la douane. Après, il y a le DG du port. Et en ce qui concerne le déversement de produits ou de déchets de n'importe quoi, il y a la responsabilité du district d'Abidjan. Pour contrôler tout produit qui rentre en Côte d'Ivoire, il y a le CIAPOL qui est en charge de contrôler les produits qui rentrent, s'ils sont toxiques ou non. Dans toutes ces chaînes que j'ai citées là, il n'y a aucun dirigeant du RDR dedans. Le directeur du port, c'était Gossio Marcel, membre du FI, nommé par Laurent Gbagbo. Le DG de la douane, nommé par Laurent Gbagbo. Le district d'Abidjan, dirigé par Amondi Pierre, donc
est nommé comme gouverneur par Laurent Gbagbo. Le DG de Siapol, nommé par Laurent Gbagbo. Mais tout cela, ils n'ont rien vu. Hein. C'est-à-dire, les déchets sont rentrés au port, sont sortis, et puis les Adamans du Togo ont pris pour déverser. Voilà comment des gens veulent nous faire accepter l'inacceptable. Mais pire encore, pour un président sérieux, tu peux même ne pas voir tout ça. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a eu de la défaillance. Mais quand il y a de la défaillance qui a créé un hécatombe, c'est-à-dire des gens sont morts là, qu'est-ce que tu fais? Mais tu saisis la justice pour dire les déchets toxiques qui sont rentrés, qui sont les responsables? Saisissez-moi ces responsables et jugez-les, mettez-les en prison. Dites-moi ici, chers frères, nous qui sommes tous Ivoiriens et Ivoiriennes, qui a été condamné dans l'affaire des déchets toxiques en Côte d'Ivoire? Qui? Pourtant, des Ivoiriens sont morts. Hein? Vous qui vivez en France, aux États-Unis ou ailleurs là, est-ce que ça peut se passer dans vos pays? Honnêtement, est-ce que ça peut se passer? Et il se trouve un Ivoirien qui vit surtout à l'étranger, qui est allé à l'école et qui vient venir justifier ça en remettant la responsabilité sur des opposants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des déchets toxiques qui rentrent en Côte d'Ivoire, ça tue les Ivoiriens. Et puis, nous, on dit non, c'est les Gauls qui ont fait ça. C'est Fan Kipré qui a fait ça. Mais où c'est... Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que le débat, souvent, il est risible. Débattre de ce type de sujet avec nos amis Gauls, vraiment, à la limite, on tombe à la renverse. C'est comme si on marchait sur la tête. Donc moi, je vous laisse dans vos, je vais dire, divagations. Mais je vais dire, ça, c'est pas sérieux. C'est pas un débat à mener. C'est pas des justificatifs. C'est un échec partant de Laurent Gbagbo qui était présent au moment de fait. Merci, monsieur. Mais j'ai fait une motion, hein. Il a posé les questions. Donc, si vous pouvez rester, ne partez pas. Bon, tout ce que vous relatez là, de ce que le président Laurent Gbagbo a fait, tout ça là. Mais est-ce qu'il est au pouvoir? Il n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens aujourd'hui qui demandent beaucoup, qui ont des revendications? Qu'est-ce que le passé de Laurent Gbagbo qui n'est plus au pouvoir peut apporter aux Ivoiriens? Bon, vraiment, ils ne voient pas ce que ça peut nous apporter. Hein. Maintenant, attendez, mais vous avez parlé pendant... Moi, j'ai fini. Comme je n'ai rien pour noter, ou bien si tu veux finir comme ça, je te... Voilà, attends, je vais finir. Qu'est-ce que ça peut apporter aux Ivoiriens? Je ne sais pas. Rien du tout. Et à quel moment, nous, on va dénoncer ce qui se passe dans votre gouvernement? Si vous passez votre temps à dénoncer le passé qui n'apporte rien aux Ivoiriens, à quel moment on va dénoncer ce qui se passe chez vous? Je ne sais pas à quel moment. Il faut nous dire à quel moment on doit parler de Ouattara et ne plus parler de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il n'est pas au pouvoir. Ce n'est pas lui qui gère la Côte d'Ivoire actuellement. Ça fait plus de 10 ans qu'il gère pas, plus de combien d'années même, il gère pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, deuxième truc, quel droit Ouattara a eu à pouvoir se présenter alors qu'il avait 2 mandats? Quel droit? Sur quel c'est pas quoi, qui s'est basé pour se présenter 3e et 4e mandat? Soit c'est parce qu'il a fait les routes ou bien il sait pas quoi. Vous êtes aux États-Unis. Aux États-Unis, là, les gouvernants, les présidents qui sont passés là, ils ont travaillé, chacun est venu à faire son travail, puis chacun s'est remplacé. Est-ce qu'il y a eu aux États-Unis un président qui a dit il faut que je fasse 3e mandat parce que soit tel est mort, soit tel je n'ai pas fini mon travail, bien soit parce que j'ai trop travaillé parce que l'autre qui est parti. Maintenant, la 3e, encore, je vais vous poser une question encore. Vous avez dit, vous parlez de la Laurent Gbagbo avec son rapport avec la France. Mais quel en est du rapport de Ouattara envers la France? Il faudra que vous nous expliquiez un peu. Parce qu'on le voit aller beaucoup à l'Élysée pour aller prendre et c'est pas beaucoup en France. Donc, du coup, il faudra nous aussi nous expliquer. Il faudra maintenant nous dire, vous dites que vous êtes au pouvoir. Madame, ça devient beaucoup de questions en même temps. Vous allez répondre après ou bien? Non, mais je note ça comment? Rachel, pour le moment, laisse ça pour que la parole tourne pas après. Mais parce que quand lui commence là, il finit pas. Je suis un peu malade. Quand lui commence, il finit pas en fait. Je ne me sens pas trop bien. Donc, quand il finit là, je vais. Vas-y, pose la dernière. Non, Rachel, il faut poser la dernière parce que tu es là d'expliquer un cadre du pays qui connaît tout sur le pays. C'est pas comme les Ouattara. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Après, moi, je vais parler un peu. Voilà. Tu vois, on va ressasser le passé. Ben,
Moi, mais c'est pas, vous avez fait, j'ai perdu ma question là en fait. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Ouattara, à quel moment on va les critiquer? À quel moment on va les mettre devant des choses? Je sais pas. Et quel est son rapport envers les Occidentaux? Voilà. Compris. Voilà. Et puis maintenant, alors, le passé de Gbagbo là, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Tu as déjà posé la question. Kokora, d'abord, avant que tu vas répondre, c'est pour te prouver que tu avais menti sur le décret de libéralisation de la presse. Il faudrait que tu sois arrêté parce qu'il est en train de dire beaucoup de mensonges. Moi, je devais parler, à ta prise de parole, tu pourras... Non, nous, on n'est pas là pour prendre parole, mais on va le rectifier avant. Non, oui, tu vas le rectifier après. Si on fait comme ça, là, nous, on ne pourra pas parler, hein. Donc, voilà, premier mensonge. Non, c'est pas tout de C'est un représentant d'État, c'est un premier mensonge. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre à Christelle d'abord. C'est désorienté, là. Voilà, il a posé au moins 10 questions. Voilà, il va répondre aux questions. Qui est désorienté? La première question. C'est bon, Rachel, il va te répondre. Voilà, attends, les gars. Attendez, monsieur. Les gars. Qui est désorienté? Attends, ne répond pas à Legen. Il vient sur panel parce qu'on ne présente pas un document administratif. Tu es désorienté de la Côte d'Ivoire. Monsieur Nissi va bien t'expliquer la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, Legen, un peu de respect. Voilà. Bon, monsieur, allez, répondez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Donc, la première question, pourquoi est-ce que on parle de Gbagbo alors qu'il n'est pas au pouvoir? Et je l'ai dit, si tu m'as bien écouté, je dis, c'est pas mon obsession de parler de Laurent Gbagbo. Pour moi, il est dans le passé, il doit même être oublié, parce que répéter ce que Laurent Gbagbo a fait, c'est remuer le couteau dans la plaie. Parce qu'il a fait tellement de mal aux Ivoiriens, par sa gouvernance. À travers son manque de responsabilité, tous les morts qu'on a eus, la rébellion par son manque de responsabilité alors qu'il savait que les gens se préparaient au Burkina, il a dit qu'il voyait le dos du nageur. Après, le nageur est venu, il a foutu du bordel dans notre pays. Donc c'est vraiment un manque de responsabilité qu'on ne devrait même pas répéter. Mais comme je suis en face d'un de ses lieutenants, à la personne du frère Ouadia, c'est pas Ouadia, c'est Ouayi, non, voilà. Et donc il essaie de montrer aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo, il n'est pas ce que nous connaissons. Donc nous sommes obligés dans une politique mémorielle pour le rappel de ce qu'il a fait, pour ne pas que lui soit refaite et soit dénaturé. Alors nous sommes obligés de rappeler à la jeune mémoire des uns des autres, ceux malheureusement qui n'ont pas connu, ou heureusement même j'allais dire, qui n'ont pas connu la gouvernance de Laurent Gbagbo, de savoir que le frère ne dit pas la vérité. Quelqu'un qui a 25 ans, donc qui est né en 2000, il n'a pas connu la gouvernance de Laurent Gbagbo. Donc quand lui vient dire oui, Laurent Gbagbo a fait ci, il était bon. Non, il faut lui rappeler aux enfants pour ne pas qu'il soit désorienté dans les informations, que ce n'est pas vrai. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'est ce qui nous oblige à parler de Laurent Gbagbo. Première question. Deuxième question, c'est que tu nous dis à quel moment vous dénoncez la gouvernance de Laurent Gbagbo, mais d'Alassane Ouattara. La dénonciation de ce qui se fait, mais c'est tous les jours, hein. Que ce soit sur les plateaux télé, dans les journaux, sur TikTok, partout sur les réseaux, les gens parlent. Ils disent ce qui ne va pas. D'ailleurs, le débat qui nous oppose ici, le frère, il a dit ce qu'il pensait sur la gouvernance d'Alassane Ouattara. Il dénonce ce qu'il pense ne pas être bon. Maintenant, il nous appartient, partisans d'Alassane Ouattara, de donner des arguments sur ce qui est fait. Voilà le sens du débat contradictoire et de la dialectique. C'est ce que nous faisons. Voilà. Donc maintenant, toi, tu es libre de dénoncer ce que tu penses qui ne peut pas être bon. Nous sommes dans un monde de liberté. La pensée unique n'existe pas. Donc toi, tu viens te dire, oui, sur ce point-là, je pense qu'Alassane Ouattara fait mal. Il appartient à ses défenseurs de venir dire non, il fait bien. Et puis le débat est engagé, donc personne ne t'empêche de parler de la gouvernance de la fête. C'est à chaque fois ce que Gbagbo a fait, ne pas fait, à la place de ce qu'on dénonce Ouattara parce que c'est lui qui est au pouvoir. Mais vous voulez à chaque fois revenir avec les histoires de Gbagbo là. C'est pour ça que je demande à quel moment, si vous revenez à chaque fois avec Gbagbo là, comment on va dénoncer pour Ouattara? C'est ça. Mais je ne sais pas si tu fais attention à ce que j'ai dit ou bien, bon, comme peut-être tu ne te sens pas bien, tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire, mon obsession n'est pas de parler de la gouvernance de Laurent Gbagbo. Mais comme il y a quelqu'un ici qui est son représentant, qui veut nous présenter Laurent Gbagbo comme un homme blanc, je suis obligé de parler de lui. Maintenant, dans ce même débat, si tu as bien écouté, tu vas savoir qu'il y a des choses. Par exemple, il a dénoncé l'état de droit. Il a dénoncé les rapports que nous avons avec la France. Il a dit que Laurent Gbagbo n'est pas sous-préfet français, que Alassane Ouattara, lui, c'est le cas. Donc, il dénonce. Donc, voilà, dans le même débat, il y a les deux choses qui sont faites. Tu vois, toi, tu es monté sur ce panel. Si tu veux, tu prends la parole et puis tu dis ce que tu penses sur la gouvernance d'Alassane Ouattara. Personne ne va t'empêcher de le faire.
Voilà. Donc moi, j'ai mon angle de débat, j'ai mes arguments. Tu ne peux pas m'orienter selon ce que toi tu veux. Voilà, donc je dis ce que je pense. Sur nos rapports avec la France, frères, chers, sœurs, nous n'avons aucun complexe à dire au monde entier que nous avons de bons rapports avec la France. La France est un partenaire important pour la Côte d'Ivoire, depuis Oufoué jusqu'à aujourd'hui. Et donc, nous continuons d'entretenir ces rapports. Mais contrairement à votre Laurent Gbagbo, nous avons diversifié nos rapports économiques et politiques. Les rapports économiques, aujourd'hui, la Chine est le premier investisseur en Côte d'Ivoire. Quand tu prends le 4e pont, quand tu prends le 5e pont, le 4e pont, c'est les Chinois. Tu prends le 4e pont, ce sont les Japonais. Tu prends les échangeurs de Makori, ce sont les Japonais. Quand tu prends l'échangeur donc à Koumassi, au Grand Carrefour, ce sont les Américains. Voilà, donc nous avons diversifié nos rapports. Contrairement à Laurent Gbagbo qui a tout donné à la France. Donnez-moi, sous Laurent Gbagbo, un seul contrat que Gbagbo aurait donné à un autre pays en dehors de la France. Ça n'existe pas. Vraiment, c'est rare. Et même en termes de relations diplomatiques, Alassane Ouattara, par 2 fois, a fait défiler l'armée chinoise en Côte d'Ivoire en 2024. En 2025, on a fait défiler l'armée américaine et l'armée marocaine, l'armée française en même temps. Donc c'est pour dire que nous avons diversifié nos rapports. Nous ne mettons pas nos œufs dans un même panier comme Laurent Gbagbo l'a fait. Nous avons de bonnes relations avec la France, avec les États-Unis, avec la Chine, avec les Marocains, même avec les Russes. Les Yango que vous voyez en Côte d'Ivoire là, c'est une entreprise russe. Contrairement à ce que certains disent, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec la Russie. Nous avons de bons rapports. Même aujourd'hui, quand on peut les Maliens, donc les Maliens, le Mali, nous avons de bons rapports économiques. Donc nous n'avons pas d'ennemis. Nous n'avons que des amis. Même ceux qui veulent nous prendre comme des ennemis, nous continuons de les considérer comme nos amis. Et nous travaillons à améliorer nos rapports. Nous ne faisons pas comme Laurent Gbagbo, donc qui la nuit dit une chose, le jour dit une chose et la nuit dit faire autre chose. Nous ne sommes pas, la roubladise là, ça n'existe pas sur Alassane Ouattara. Quand il n'est pas d'accord avec un pays, il le dit clairement, il le dit de façon diplomatique, mais aussi de façon respectueuse. Nous sommes le gouvernement sous lequel, donc, la base française est partie de la Côte d'Ivoire, qui a été transformée en une base ivoirienne. Voilà. Donc, nous travaillons sans bruit, mais nous travaillons à faire évoluer les choses dans notre pays. Voilà un peu, madame, ce que je te donne. Donc, nous avons de bons rapports. Le président pourra partir en France quand il veut. Madame, s'il te plaît, nous, on veut parler. Attends, monsieur, attendez, les autres vont parler, vous avez parlé. Attendez. Mais tu peux pas à tout moment poser des questions. Non, mais attendez, monsieur, je pose pas la question, je vais parler un peu, puis il va descendre. Je vais trouver les gens, monsieur, ce côté-là, tu devrais parler. trouver des gens. Moi, je vais parler un peu. Rachel, je peux parler 1 minute. Moi, je vais vous laisser parce que je suis. Mais parce qu'il lui prend la parole, il finit pas. Une question. Non, Kokora, s'il te plaît, échange 2 minutes. J'étais mis au défi par rapport au décret sur Gbagbo. Attendez, c'est J'allais rentrer aussi pour te montrer la crise alimentaire qui se bat au nord. Non, mais c'est moi, j'avais préparé un petit échange avec lui. Il n'a même pas répondu à ma question. Non, Kokora, j'allais te donner les Attends, on parle pas ensemble, s'il te plaît. Après, il y en a un. Voilà, s'il n'a pas le temps, bon, c'est compris. Si le débat est organisé. Oui, il faut rester un peu. Oui, c'est organisé. On va faire étape par étape, s'il te plaît. Voilà, on n'a pas le droit de lui poser des questions. Non, tu vas poser. Bon, Rachel. On n'a pas répondu à l'autre question là. Oui, il va revenir. Les gars, s'il vous plaît, organisons. Je pense que, voilà, il nous a fait l'honneur d'être sur notre panel. Donc, organisons-nous, Rachel. On va faire pas à pas nous tous, voilà. Parce que moi, j'ai écouté depuis. Moi, je vais pas durer, hein. Et puis, je laisse la parole aux autres, ainsi de suite, tu vois. Rachel, tu as posé ta question. Maintenant, moi, je voulais voir, comme Kokora a parlé, moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Déjà, j'ai dit bonsoir à tout le monde, hein. Tous ceux qui sont sur le panel. Ben, écoute, je vais profiter encore pour ceux que j'ai pas eu, souhaiter une très bonne année 2026 à vous et à vos familles respectives. Bon, moi, j'ai écouté Kokora. Voilà, bon, moi, je le remercie, hein, pour le temps qu'il a pris pour être sur nos panels. D'abord, il y a quelques points que je voulais évoquer avec lui. Il a parlé du président Guillaume Soro.
qui doit venir faire face à la justice. Ça, j'ai compris. Il a parlé de l'investissement et puis du transfert de la capitale. Moi, je vais aller sur les points. Je vais pas mettre mon curseur sur le passé. Hein. Tout ce qui est passé, moi, c'est passé. Moi, je suis le président Guillaume Soro parce que je crois en l'avenir de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais commencer par le président Guillaume Soro. Monsieur Kokora, vous avez dit qu'il vienne faire face à la justice. Je pense qu'il a déjà été jugé apparemment parce que sa peine est connue. Il a été condamné à perpétuité. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une question que je pose, hein, c'est pas. Maintenant, voilà, la question je vais vous poser. La question, moi, je vais vous poser. Laisse-moi te répondre. Oui. Tu as dit, j'ai dit, il n'a pas été condamné en ce qui concerne, ou bien aucun jugement n'a été rendu sur la question de IB, donc où il a été convoqué, il a été, je vais dire, une plainte a été déposée contre lui en France. C'est de ça qu'on parle. Ok, d'accord. Maintenant, moi, je pense, parce qu'il y a beaucoup qui disent que, ben, pourquoi il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, comme quoi il avait dit à... Moi, je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. J'arrive. Non, j'ai une question à vous poser. Je dis, dans un État, est-ce qu'un citoyen qui doit faire face à la justice, lorsque le chef de l'État de ce pays, lors d'une conférence de presse, dit qu'un citoyen mérite la perpétuité, est-ce qu'un chef d'État a le droit même d'évoquer une certaine sentence pour un citoyen? Parce que moi, je pense que dans un pays, les pouvoirs sont, il y a un mur étanche entre les pouvoirs qui ne sont absolument pas liés. Ça veut dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et l'exécutif. Est-ce que l'exécutif a le droit d'émettre une sentence par rapport à une action judiciaire qui est intentée contre un citoyen? Est-ce que c'est possible? Mais ça ne s'est jamais passé dans notre pays. Donc mais le président Ouattara, lors d'une conférence, a dit que le président Guillaume Soro méritait la perpétuité. Non, voilà. Toi, tu dis il méritait. Oui, mais il n'a pas le dire. Mais non, pourquoi? Moi, non, il n'a pas le dire. Non, non. Vas-y. Vas-y. Il y a une affaire qui se passe. Le président, n'importe quelle autorité ou citoyen peut dire pour l'acte qui a été posé, il mérite la prison à vie ou bien la pendaison. Ça, c'est son point de vue. Voilà. Maintenant, après, il appartient à la justice donc de juger conformément aux faits. Oui. Ou les avocats, écoute-moi, s'il te plaît, ou les avocats de M. Guillaume Soro le représentent. Et il y a un débat contradictoire. Très bien. Où chacun présente ses preuves. Très bien, merci beaucoup. Merci. Non, je finis rapidement. C'est pas parce que le président de la République a donné son point de vue, il considère que l'acte qu'il a posé est suffisamment grave et logiquement, voilà la peine qu'il mérite. Très bien. Ça ne veut pas dire que c'est ce que la justice va faire. Voilà, je sais que vraiment, nous, peut-être que par respect, j'ai pas ton niveau sur le droit, mais je t'ai dit aujourd'hui, le président de la République, j'ai dit, il est au-dessus du pouvoir judiciaire. Le président... Non, il n'est pas au-dessus. Attends, j'arrive. Le chef de tout ça, attends. Non, mais on dit le chef de l'État, tout à la fin des fins, même les nominations, les grandes nominations, c'est lui... Attends, j'arrive, c'est lui qui les fait. Maintenant, moi, je suis effaré de t'entendre dire qu'un chef de l'État a le droit même d'évoquer une sentence pour un citoyen. Mais moi, quand j'entends ça, mais c'est pas possible. Parce que ce que tu dis là, le chef de l'État dit là, mais c'est une pression qu'il met sur les juges. Tu n'as pas dit que la parole du président, c'est comme la mienne? Mais quand, moi je te dis, nous sommes des profanes, mais quand même, éviter de jouer avec notre intelligence. Généralement, ce que les chefs d'État disent, que moi j'ai vu des exemples. Je vais te dire, par exemple, il y a une dame en France elle a été prise avec dans une valise le corps d'un enfant, flagrant délit. Ils ont demandé à Macron, il dit la justice fait son travail. Mais il pouvait dire tout parce que c'était trop flagrant délit. Il dit c'est la justice qui fera son travail. Moi je pense ça c'est le langage. Attends, j'arrive. Mais non, mais je veux dire, donc quand Guillaume Soro, qui est un citoyen déjà dont la sentence est déjà évoquée par un chef d'État, mais tu veux qu'il fasse quoi? Qui vient te dire que, ben écoute, comme il a dit, non, je viens à la justice. Mais quel juge va contredire le président de la République? Mais ce qu'il a dit, ça s'est fait. La sentence qu'il avait émise là, c'est la sentence qui a été émise. Bon, j'arrive. Donc moi, je te dis, le président Guillaume Soro, moi, je te dis, déjà, quand il y a ça, donc ça veut dire, la justice, il n'y a pas de liberté. La justice n'est pas, elle est aux ordres. Donc c'est sûr. Donc moi, je peux me gourer, mais moi, je dis, si c'est moi à sa place, je ne viendrai pas. Parce que je sais ce qui m'attend. C'est la prison à perpétuité, donc je ne viens pas. Mais oui, ça c'est pour moi, c'est pour toi. Il a le juge. Donc, mais je te dis, attends, j'arrive. Dans toutes les actions judiciaires. Mais j'ai fini. Non, moi, tu m'as répondu, je viens. Les actions judiciaires,
C'est bien que le président de la République, il y a plusieurs, donc je pense que, je sais pas comment, l'ancien ministre de la Défense qui est là-bas, il va donner sa sentence, il peut y mettre, lui qu'on a attrapé, c'est même pas, Lida Kwasi, il peut le faire hein, dans toutes les actions. Il peut le faire, c'est pas un problème. De deux, tu as parlé de l'investissement, voilà. Maintenant, tu as dit et tu fais des comparaisons que moi je trouve vraiment, je pense que faut pas avoir le courage de comparer la présidente du président Gbagbo. Moi, je suis du GPS et la présidente du président Ouattara. Mais il y a deux choses, Kokora. Tu peux pas comparer une situation de paix où il y a rien. Parce que les investisseurs là, tu sais, dans un pays, la richesse est créée par les investissements nationaux comme internationaux. Les investisseurs, que ce soit un investisseur national ou un investisseur international, sa plus grande crainte dans n'importe quel coût d'investissement, c'est l'incertitude. Un investisseur, il ne vient pas dans l'incertitude. Donc maintenant, quand tu dis les investissements qui sont faits, oui, parce que il y a la sérénité qui est là, on n'entend pas d'attaque, on n'entend rien. Ça veut dire, il y a les investisseurs qui veulent venir, même si c'est un local, il est rassuré. Même un investisseur international, il est rassuré. Maintenant, quand tu dis que les notations ont augmenté, ils ont relevé la note. Moi, j'ai lu dans Challenge, effectivement, ça a été relevé. Mais si tu peux comparer à une période où un pays est divisé en deux. Même quand on dit ça, il faut avoir le courage pour dire non, je ne ferai pas de comparaison. Parce que n'importe qui, mais quoi qu'il en soit, même moi qui me mets à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être je ne ferai pas ces performances, mais les performances que je ferai seront largement, peut-être supérieures quand même au temps de la rébellion. Parce que le pays n'était pas comme il fallait, parce que les institutions ne fonctionnaient pas normalement. On a beau dire que dans le sud, oui dans le sud, mais l'économie de la Côte d'Ivoire, c'était pas que le sud. Parce que le chef de l'État, de son temps, qu'est-ce qu'il gérait? Il gérait pas le sud, le nord. Voilà, 60% n'étaient pas dans ces activités de son pouvoir. Donc moi, ça m'étonne que toi, quand même que je trouve vraiment souvent cohérent, tu peux dire quand même que mais il y a un mais. Le mais est que la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo ne dirigeait pas la Côte d'Ivoire dans son entièreté et que aussi la situation de paix, la situation de stabilité n'était pas la même. Et quand c'est comme ça, tu penses quel investisseur international? Tu dis, c'est vrai, je t'entends dire que non, les Japonais, les Américains, les Chinois, tu vois, eux pouvaient pas le faire de 2002 à 2012 parce que il y avait l'incertitude qui régnait, parce que souvent il y a les âmes qui crépitaient parce que on sait pas ce qui allait venir. Tu peux pas prendre tout ton argent pour venir investir dans un pays. Voilà. Donc moi je dis, faut faire ça avec beaucoup de choses, quoi. Quand tu fais ça, tu peux la comparer, tu dis ce que vous avez fait, mais vraiment vouloir le comparer à 2000, moi je trouve que c'est vraiment pas, voilà, c'est pas terrible de le faire. Maintenant, mais malgré tout, tu as dit que le budget en 2010 était comparable à celui du Sénégal, c'est ça. Mais là, tu dois tirer le chapeau. Tu dis quand même, malgré ça, bien que le pays soit coupé en deux, mais on a réussi à être au même niveau budgétaire qu'un pays qui a tout le territoire en sa possession. Donc déjà ça, tu dois au moins saluer ça. Maintenant, tu vas comparer un truc que tu coupes en deux. Voilà. Maintenant, je vais descendre maintenant sur la capitale. Voilà. Mais attends, moi je vais répondre aux Non. Moi je finis. Non, mais vas-y. Il te parle, il ne te pose pas question. Voilà, moi je te dis, non, mais je te donne mon point de vue. Après tu vas parler. Maintenant, tu es venu sur la capitale. Attends. Moi je dis, tu sais, quand tu parles souvent, je suis d'accord. Maintenant, quand tu me parles de capitale, maintenant, ce que tu te dis non, ça sert à rien parce que c'est des investissements. Donc pour toi, c'est tout. C'est des investissements. Donc cet argent, on peut prendre pour faire des hôpitaux, tout. Mais tu dis tout ça, oui, mais c'est des investissements. Pourquoi? On investit dans la vie, c'est pourquoi. On attend des retombées après. Parce que quand tu transfères une capitale, par exemple d'Abidjan à Yamoussoukro, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu vas décongestionner Abidjan. C'est sûr et certain. Tu vas décongestionner Abidjan et en plus, un des gros... Regarde aujourd'hui, quand tu parles de la région d'Abidjan, mais si tu prends le budget de la région d'Abidjan, peut-être ça fait 5 ou 6, 7 fois même peut-être celui de Yamoussoukro. Maintenant, quand tu vas transférer une capitale, ça veut dire quoi? Il y aura la construction des bâtiments administratifs, il y aura des nouvelles routes, il y aura des hôpitaux, il y aura tout ce qui va avec une capitale. Ça veut dire les fondamentaux même d'une capitale. D'une capitale, ce soit à Yamoussoukro. Même si ça va pas atteindre Abidjan, mais il y aura quand même un petit rééquilibrage et toutes les villes qui sont aux alentours de la ville de Yamoussoukro vont en bénéficier.
Voilà, faut voir ce problème, mais faut pas dire que tout le temps il faut, parce qu'on doit construire les hôpitaux. Mais la politique, c'est des visions. Mais regarde, quand tu prends aujourd'hui, hier, ça a été signé, je prends un pays simple, hein, Guinée équatoriale. Ils ont créé une nouvelle capitale. Et ça a été effectif hier. Parce que dans tous les pays, même Lagos, à Abuja, parce qu'on ne peut pas tout condenser. Ce que tu dis là, l'argent qu'on prend pour construire les hôpitaux, ces hôpitaux, on crée la nouvelle capitale et on va transférer et ça va créer du dynamisme dans une région, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Moi, je dirais pas que rien n'a été fait à l'intérieur, mais il faut reconnaître que quand en termes de dynamisme économique, Abidjan, c'est un pôle, mais c'est une mégalopole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer de transférer toutes ces richesses, toutes ces capacités. On a le capital et le travail. On peut tout transférer une partie, même si c'est pas la grande partie, quand même bonne partie à Yamoussoukro. Et ça va redynamiser la zone. Boaké qui est à côté, tout ça, ce n'est que le bonheur de la Côte d'Ivoire. Mais moi, quand tu me dis que non, parce que temps, cet argent. Mais au début, je peux le comprendre. Quand on vient de prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'investir massivement. L'investissement, à la fin, c'est quoi? On voit des rendements. Parce que l'État, moi, je le dis, l'État tout le temps, l'État n'est pas là pour s'enrichir. Il est là pour mettre des solutions en telle enseigne que nous qui sommes les nationaux, les citoyens, nous puissions nous enrichir. Voilà. Donc, moi, j'ai dit, quand tu dis ça, quand même, moi, je suis un peu dépassé. C'est pas un projet qui date d'aujourd'hui, ça date depuis 2020. Je pense que on a eu largement le temps. Vous êtes venu au pouvoir. Aujourd'hui, tu es dithyrambique sur les chiffres, tu dis ça. Mais je pense qu'avec ces chiffres, on peut, ne serait-ce qu'entamer le transfert de la capitale vers Yamoussoukro. Je pense que ce serait tout bénéfique. Ce sera bénéfique pour la région et je pense que ça sera bénéfique même pour toute la Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais essayer de terminer par tout ce que dit sur la corruption. Tu sais, on est tous des Ivoiriens. Déjà, en Côte d'Ivoire, tu sais, le climat social, tu sais, ils sortent dans la diaspora, même rentrer aujourd'hui, retourner dans leur pays, ils ont la frousse, ils ont la peur. Je te dis, aujourd'hui, même aujourd'hui, là, il y a une réunion, je sais que tu as compris, il y a une mosquée à la Riviera qui est partie, qui veut faire casser la mosquée pour, voilà. Donc, je dis, tous ces trucs aujourd'hui, ça nous dérange. Ça dérange le peuple ivoirien. Ça, si tu n'es pas au courant, je pense que ça va, tu vas entendre parler ça, peut-être que tu le sais. Quand tu vois tout ça aujourd'hui, quand tu sens qu'il y a, le fossé devient abyssal entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, mais on voit il y a certains opérateurs économiques, surtout, bon, je vais pas les cibler parce que ça va faire, il y a des personnes, quand tu les cibles, on dit que tu es raciste. Alors que, il y a des faits qui sont pendants. On voit des choses aussi. Mais moi, j'ai dit, quoi qu'il en soit, ça nous crispe un peu. On s'est dit, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont une telle domination sur nous, on n'arrive même plus aujourd'hui à s'exprimer. Voilà un cas qui est arrivé aujourd'hui. Moi, je te demande, peut-être tu le sais pas, c'est qu'ils ont fait la réunion, les détenteurs avec les documents administratifs de ce terrain sont partis, ils se sont réunis, tout. Mais ils savent que ce sont les dernières prières, parce qu'une fine, ça va revenir à l'opérateur économique au Libanais. C'est comme ça, c'est sous cette pression que les Ivoiriens vivent. Pour toi, c'est vrai, tout est rose, tu es au pouvoir, mais sache qu'aujourd'hui, moi je dis, fais un pas aussi, faites un pas, venez écouter l'opposition, venez nous écouter aussi, venez écouter l'opposition. On a beaucoup de choses à dire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de justice sociale. Non, même la justice, on voit, c'est à deux vitesses. On sait ce qui se passe quand ça concerne d'autres personnes. Mais il y a d'autres cyberactivistes qui disent, le président Gbagbo, il méritait d'être tué. Excusez-moi, déjà, non, ça passe crème, mais il y a des paroles, mais même un rêve qui peut oser le dire en Côte d'Ivoire. Demain, tu seras sur le chef de l'État actuel. La justice à deux vitesses. Moi, j'ai dit, essayez, les autres sont courroucés. Et ce courroux-là, essayez de le comprendre aussi. Ne voyez pas tout en rose parce qu'on le dit, parce qu'on n'aime pas le chef de l'État. Non. Moi, mon leader Guillaume Soro, là, votre bilan, là, il est dedans. Parce qu'aux premières heures les plus difficiles, là, il y a participé. Voilà, il a fait le chemin avec vous. Mais aujourd'hui, le voilà, il est couleur pleurie, on lui parle comme un moins que rien, des propos acerbes, avilissants, sarcastiques sur lui. On dit tout. Mais le bilan, là, il y a participé. Et c'est pas parce que quand tout était vraiment tout net, hein, au moment que vous étiez dans le feu, là, voilà, il a tenu là-bas, il était devant, il a mené ce cheval-là avec vous. Mais aujourd'hui, n'importe qui vient, on le traite de tout, on lui dit tout. Mais vraiment, qu'à cela le tienne, nul n'échapperait à son destin. Et ça, je le dis de façon triviale. L'avenir nous dira les choses. Nous, aujourd'hui, on suit quelqu'un, tout le monde dit, tout le monde se moque de nous, tout le monde marche sur nous, on est dans les ténèbres. Nous, on entérine tout ça, parce que c'est notre destin. On a confiance à quelqu'un qui vous a aidé. Je dis pas c'est lui qui a tout fait pour vous, vous a aidé, il a été à vos côtés au moment les plus chauds.
Mais aujourd'hui, il est venu la peste, il est devenu la personne. Mais nous, on croit en lui. Sache qu'il doit savoir qu'il a la personne en vertu de tout, qui souvent croit en lui. Et nous prions Dieu pour que fasse Dieu qu'un jour, il vienne sur la tête de ses ancêtres, utiliser son appareil politique et le GPS, quand bien même qu'il est dissous, quand bien même que les leaders sont en prison, quand bien même que ses frères sont pourchassés. Moi, j'ai dit, on peut tout dissoudre dans un homme, dans une vie, mais nous, dit Guillaume Soro, le GPS demeure toujours un esprit. Et cet esprit, aucune dissolution n'est possible pour un esprit. Pour le moment, je vais m'arrêter là pour le respect des autres. Merci. Bon, rapidement, je vais répondre à ce que tu as dit. D'abord, tu as parlé de la condamnation de Guillaume Soro en disant, je te rappelle, le président de la République n'est pas au-dessus de la justice. C'est une erreur grave que tu fais. Le pouvoir exécutif. Je dis le chef suprême du tout. Mais écoute-moi. Est-ce qu'il est le chef suprême, oui ou non? Non, je t'ai posé une question, oui ou non? Non, je te pose une question, Kokora. Qui est le chef suprême de la justice et de l'armée? C'est qui? Bon, donc si tu as fini, tu fermes ton micro. Non, je te pose une question simple. Qui est le chef suprême? Ben vas-y. Ben vas-y. Ben ferme ton micro et tu réponds. Le président de la République n'est plus le chef suprême de la justice. Dans la nouvelle constitution, parce qu'avant Alassane Ouattara, le chef de la magistrature suprême, c'était le président de la République. Aujourd'hui, il y a un distinguo net qui a été fait dans notre constitution. Le président de la République n'est plus le chef donc, de la magistrature suprême. Voilà, donc ça, il est le chef de l'armée, le chef suprême des armées, mais n'est pas le chef suprême de la magistrature. Et ça, il faut que vraiment tu l'apprennes. Donc, il n'est pas au-dessus de la justice. C'est deux pouvoirs totalement distincts, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le président de la République ne peut donner aucun ordre à un magistrat. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il faut noter sur ton calepin. Donc, je n'ai jamais demandé à Guillaume Soro de venir dans son pays. Il est libre de venir, comme ne pas venir. Il peut venir répondre donc, devant la justice. Mais s'il est suffisamment courageux, qu'il le fasse, comme il a dit à Blé Goudier, tu es rentré en Côte d'Ivoire, parce qu'on avait mis en place un système de justice assez fiable et qui pouvait se présenter devant la justice, donc pour pouvoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Aujourd'hui, il refuse donc d'emprunter le même chemin, mais ça, c'est à lui de voir. Ce que je disais dans le débat, c'est que quelqu'un était en train de dire que oui, il n'a rien fait dans la mort de IB. J'ai dit, bon, il y a eu une occasion en France où une plainte a été portée contre lui. Il avait la latitude d'aller répondre en disant, oui, je n'ai rien à me reprocher, messieurs les juges français. Voilà les preuves que je ne suis pas impliqué dans ce assassinat. Et puis si vraiment les preuves sont convaincantes, on les laisse partir. Mais il ne l'a pas fait. Il sait pourquoi il ne l'a pas fait. Donc c'était mon point. Alors, toi, un soroïste, quand tu viens me dire que oui, le pays était coupé en deux, dont Laurent Gbagbo ne pouvait pas faire ci, ne pouvait pas faire ça, mais tu me surprends. Dans ce pays-là, c'est Laurent Gbagbo qui a dit Guillaume Soro a la partie inutile de la Côte d'Ivoire. Donc la partie qu'il utilisait, qu'il gérait là, est la partie inutile de la Côte d'Ivoire.